Bon, je pense on va démarrer, même si tout le monde n'est pas là, et bien les retardataires nous rejoindront. Merci pour tous ceux qui ont bravé les intempéries, le manque d'essence et autres joyeusetés, et qui en plus sont rescapés de l'épidémie et qui donc peuvent venir nous écouter aujourd'hui. Alors rassurez-vous pour les autres qui nous écouteront en différé, nous avons une prise de vue et donc une visio et qui leur sera proposée également après la conférence, donc pas en même temps, mais après, et donc ils pourront voir le replay. Cette conférence est organisée dans le cadre du Centre des professions financières et du Club des marchés financiers. Nous la co-animerons avec Alain Piton, qui est trésorier de notre association. Le Centre des professions financières a comme vocation de comprendre et de faire comprendre les professions financières et leurs évolutions, et notamment sur certains sujets qui sont d'actualité, comme la finance durable. On a pris une orientation aussi autour de ce sujet, une orientation forte sur ce sujet également. La présidence française de l'Union européenne vient de s'achever, enfin s'est achevée il y a quelques mois. On avait consacré un magazine du Centre des professions financières sur ce sujet, sur ce thème. Et donc nous sommes donc très heureux ce soir d'accueillir un panel de 4 personnalités qui vont pouvoir nous parler du bilan, des avancées, mais aussi peut-être de ce qui est attendu. Donc Sébastien Respierre, qui est chef du service financier de l'économie à la Direction générale du Trésor, Françoise Palgabert, qui est déléguée générale de l'Association française des sociétés financières, Laure Delahousse, qui est directrice générale adjointe de l'AFG, et Étienne Barrel, qui est donc directeur général délégué de la FBF, Fédération bancaire française. Dans le cadre de cette présidence française et des thèmes qui sont chers aux intervenants de ce soir, on avait sélectionné quelques thèmes, justement la finance durable, mais aussi le financement bien sûr de l'économie et le numérique, donc des thèmes tout à fait importants. Je vais d'abord peut-être laisser la parole à Sébastien pour justement voir un peu quel est le bilan de son point de vue, à côté de Trésor. Alors, tu as déjà tout dit. Non, on le sait, sa présidence, elle s'est faite dans un contexte assez heurté, avec évidemment l'attaque contre l'Ukraine. Donc, ce qu'on souhaite là, c'est que tu fasses peut-être un propos introductif d'abord sur les textes eux-mêmes sur lesquels on a pu avancer, peut-être sur lesquels d'ailleurs vous êtes fiers d'avoir réussi un certain nombre de choses. Et au-delà des textes, c'est peut-être sur l'ensemble de ces thématiques numériques, durables et financement de l'économie, peut-être quelles impulsions politiques on a pu donner côté français, parce qu'évidemment, au-delà de l'aspect se contenter du bilan, c'est maintenant aussi la suite des opérations et des travaux à Bruxelles. Merci Sébastien. Merci beaucoup au Centre des professions financières pour cette invitation. Je comprends que j'ai 5 minutes pour décrire tout ça et on pourra y revenir. Avant de commencer par les textes, on avait préparé la présidence du Conseil de l'Union européenne au niveau du Président de la République avec des termes puissance, appartenance, relance. On peut y mettre derrière aussi la question d'autonomie stratégique. Et en matière financière, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qui, pour nous, devait constituer un certain fil conducteur des travaux sur les textes. Parce que être président du Conseil, il faut bien se rendre compte de ce que ça signifie. Ça signifie en fait qu'on est le porte-voix des 26 autres États membres. Et donc ça n'est certainement pas imposer nos vues aux 26 autres, mais c'est être le porte-parole de ces 26 autres. Ça veut dire que vous êtes à la place du conducteur, mais vous n'avez pas le droit de toucher au volant. Vous avez le droit de toucher à la pédale de frein et à la pédale d'accélérateur. C'est ce qu'on a fait. Donc des textes qu'on n'aurait pas aimés, on les aurait freinés. C'est avéré qu'on avait un peu anticipé avec la Commission européenne pour avoir, pendant notre présidence, des textes avec lesquels nous pouvions être confortables. Et l'accélérateur, je pense qu'on a pas mal appuyé dessus, en tout cas, c'est ce que nous disent les autres États membres, puisqu'à la fin des fins, on a obtenu un nombre d'accords vraiment très, très conséquent. C'était aussi, je parle en préparation de la présidence, une présidence qui s'inscrit au milieu d'une mandature européenne. C'est toujours un moment particulier
particulier pour la Commission européenne, puisque de nombreux textes sont sur la table, ceux issus de la première vague au début de la mandature et ceux qui se sont accumulés au fur et à mesure. Donc on avait un très grand nombre de textes à discuter. Au niveau politique, ça fait penser, comme je disais, d'avoir ce fil conducteur de souveraineté, d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne qui passe par la souveraineté financière également, parce que ça signifie pour nous, France, ce qu'on a discuté avec les États membres, c'est la capacité de pouvoir compter sur nous-mêmes en cas de difficulté. Et on pensait évidemment à la crise Covid. Il y avait des besoins de financement absolument massifs, et où je pense qu'on était heureux de pouvoir compter sur les acteurs européens financiers pour répondre à cette demande de liquidité et de financement extrêmement importante. C'est en opposition à une certaine ouverture qui est chère au cœur du grand nombre d'États membres. Et donc, nous avons discuté au sein du Conseil de conclusions en matière de services financiers sur le concept d'autonomie stratégique. Des conclusions en mars pour l'autonomie stratégique en matière financière dans une économie. Je le mentionne parce que c'est un élément qui a nécessité beaucoup de discussions et quand bien même les formulations peuvent parfois être assez complexes, le charme des négociations à 27, il y a des formulations qui nous paraissent importantes sur lesquelles nous pourrons continuer à bâtir, parce qu'on pourra s'y référer. Deuxième point, c'est évidemment que le concept d'autonomie stratégique qui a été lancé par la France, au début, on était bien seul. Alors, avant de parler de la finance, quand on parle de la défense, c'est pas forcément très bien perçu. Quand on parle de l'énergie, c'est pas forcément très bien perçu. Il y a un événement qui est arrivé pendant la présidence française, fin février, qui a évidemment rebattu les cartes. Je pense qu'on en parlera notamment en matière de finances durables. Je pense que la défense était très mal perçue. Aujourd'hui, on a des pays considère que c'est un élément important de la durabilité. Ça a rajouté énormément de travail, puisque c'est cette filière financière qui a géré toutes les sanctions. Tous les trains de sanctions que tout le monde d'entre vous avez dû appliquer dans vos entités ont été élaborés par les mêmes personnes qui devaient négocier tous les autres textes, sur lesquels on avait planifié un nombre très conséquent de réunions pour avancer le plus possible sur l'ensemble de ces textes. On a réussi à maintenir ce rythme, malgré cette surcharge de travail due aux sanctions. On a réussi parce que je pense qu'on a démontré le fait qu'on jouait notre rôle de présidence et donc de prise en compte des points importants pour chaque État membre, sans nous mettre trop en avant. Le syndrome ou la crainte du grand pays présidence, je pense qu'on a réussi à la surmonter. Et ça nous a permis, au-delà des paquets de sanctions, évidemment une priorité, d'achever pour nous un grand nombre de succès. Succès en termes d'aboutissement à un accord, après on va débattre, succès sur le contenu. En matière bancaire, nous avons progressé très fortement vers un point d'équilibre, je pense, dans la transposition des accords de Bâle, 3 ou 4, suivant la ligne, une partie, et aussi sur le paquet bancaire plus généralement, sur les dispositions, notamment dans CRD, qui ne sont pas reliées. On a obtenu un accord général sur la directive crédit à la consommation. C'est souvent oublié, moi ça me tient à cœur, parce qu'il y a des avancées notables en la matière, pas encore une discussion qui sont traitées au Parlement et en trilogue, mais notamment parce que ça encadre la pratique du Parlement opérateur. Je pense qu'on n'a pas eu tort de s'en préoccuper. On voit maintenant ça a un peu dégonflé sur les valorisations à la matière. En matière assurantielle, nous avons obtenu une approche générale sur la révision du cadre solvabilité.
pour nous, c'était un élément très important. La proposition de la Commission nous paraissait une très bonne base, mais dans cette logique justement d'autonomie stratégique en matière financière et de relier à l'union des marchés de capitaux, ça passe d'abord par avoir plus de capitaux en Europe. On est la juridiction où il y a le plus fort taux d'épargne, il y a le plus fort bassin d'épargne en absolu. Et pour autant, les pépites sont plutôt financées par d'autres bassins d'épargne et les épargnants européens ne sont pas ceux qui ont les meilleurs, bénéficient des meilleures performances. Il y a un hiatus assez fort. Pour nous, Solvabilité 2, la révision, c'était une partie du marché capital. Plus de capitaux et une capacité des assureurs en tant qu'acteurs de long terme de participer à cet événement. Et ça, c'est une dimension politique importante qui est, on parle beaucoup des transitions écologiques, numériques de l'Union européenne. La Commission européenne a chiffré, parce que ça vaut, elle a chiffré, c'est la Commission européenne qui prend ça comme base, des montants absolument gigantesques, 400 milliards si on prend les deux transitions réunies, par an d'investissements supplémentaires sur le reste de la décennie qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs politiques de l'Union européenne. Comment trouver cet argent? Il n'est pas tellement dans les finances publiques, donc il faut mobiliser la finance privée. C'est pour nous un objectif fondamental de nos marchés de capitaux. Au-delà de la responsabilité 2, il y a eu un accord au Conseil sur la révision du règlement LTIP, c'est les fonds de gestion d'actifs européens. Il y a eu un accord sur la révision de la directive sur les gestionnaires de fonds dits alternatifs, c'est la revue de la IFM. Et on a eu un accord aussi, ça a beaucoup poussé dans ce sens, sur ESAP. Le texte en lui-même est sans doute le plus horrible de ceux que j'ai pu voir dans ma longue carrière en matière de texte financier. Ouais, European Single Access Points, ça veut dire qu'on veut créer une base d'accès unique, gratuite, pour les informations financières et extra-financières d'entreprises européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui matérialise sans doute beaucoup plus que les révisions de la IFM active ou Solvabilité 2, l'union des marchés de capitaux. On a aussi obtenu des accords sur des thématiques transversales en matière de finances durables et de finances numériques. Donc, nous avons achevé sous présidence française tout le paquet finance digitale de la Commission européenne. Il y avait déjà eu le régime pilote qui permet des innovations en matière notamment de gestion des actifs financiers avec la technologie de blockchain et de registre distribué plus généralement, sous présidence slovène. Nous avons obtenu un accord final en trilogue avec le Parlement européen sur DORA. Là, on parle sur les acronymes enfantin. Mais ce n'est pas du tout enfantin pour le sujet, c'est la cyber-résilience des acteurs financiers. C'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Je pense que nous avons obtenu un bon équilibre. Et un accord également en trilogue politique sur le règlement MiCA. C'est-à-dire Markets and Crypto Assets et crypto-actifs. Beaucoup de débats, beaucoup de passion. Et là aussi, je pense que le texte est bien équilibré et qu'on fait œuvre utile par rapport au développement de ces actifs, de ces activités, pour bien les encadrer tout en permettant leur développement. On considère qu'il peut être fait sur des bases saines. Donc ça, c'était les trois piliers de la stratégie finance digitale de la Commission européenne sous présidence française. Ça a été achevé. Et maintenant, évidemment, sur scène, tous les gens qui vont devoir mettre ça en œuvre, que ce soit les superviseurs, mais aussi les entités qui sont intéressées en la matière. L'autre thématique transversale, c'est la finance durable, verte, sympa. Appelez-la comme vous voulez, ça dépend ce qu'on y met dedans. Alors, ce n'était pas sous présidence française en tant que telle, mais il y avait évidemment la finalisation de l'acte délégué énergie de la taxonomie, qui a suscité de nombreux débats. Je pense qu'on peut se rassurer du fait que l'énergie nucléaire
vue comme celle durable permettant d'assurer la satisfaction sur un besoin essentiel de la population, ait pu être intégrée sous une forme appropriée dans la taxonomie. Je ne mentionnerai pas le sujet du gaz, mais voilà, c'est évidemment un élément très important qui était attendu par les gens qui sont actifs dans le domaine, mais aussi pour les acteurs financiers pour pouvoir élaborer après les produits alignés sur la taxonomie. Il y avait CSRD. CSRD, c'est le reporting extra-financier, corporate reporting active. Il y avait déjà eu des choses précédentes, mais là, c'est une ambition qui était très largement relancée. Et il y a eu un accord, d'abord au Conseil, puis en trilogue avec le Parlement européen, sur quelque chose d'ambitieux, puisqu'on veut créer des normes européennes en la matière. Il y a eu beaucoup d'initiatives en France qui se voulaient plutôt des expérimentations, mais la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Et deuxièmement, il faut élaborer des normes, parce que derrière, en fait, ça révèle des préférences sociétales, politiques fortes. C'est bien le sujet qui nous occupe par rapport au débat avec d'autres organisations ou organismes qui veulent avoir une dimension plus internationale. On en reparlera sans doute, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'était un souhait unanime, et j'insiste là-dessus, des États membres de développer un corpus de normes en la matière, et un souhait évidemment très largement partagé par le Parlement européen. Maintenant, on passe la phase du niveau 2, avec l'élaboration par les FRAG, et la validation après par la Commission européenne d'actes délégués qui mettront clairement ces standards en pratique. Finance durable, il y avait aussi un accord obtenu au Conseil sur un cadre pour les obligations vertes. Là aussi, un élément important où le marché s'est très bien développé, c'était à la base une initiative d'acteurs européens. Donc il est utile et même important que l'Europe puisse définir un cadre clair, au-delà des pratiques de marché, des standards de marché, pour cranter cette classe d'actifs en tant que telle. On va attendre les trilogues, mais c'est partie intégrante de la stratégie financière. Elle va se poursuivre. Sous notre présidence, la Commission a déposé un texte qui est très important, je pense, qui est le devoir de vigilance au niveau. On a commencé sous présidence française les premières réunions, elles vont évidemment se poursuivre. Sous présidence tchèque, peut-être même sous présidence suédoise, vu le texte, son ampleur, mais je le mentionne parce qu'il est très structurant à mon sens, alors qu'on en parle relativement peu encore aujourd'hui. Donc, pour nous, un nombre très conséquent d'accords sur les textes qu'on avait, on avait 13 ou 14 de mémoire. Je ne vais pas mentionner, mais évidemment le papier AML, le anti-blanchiment, beaucoup de textes en la matière, informatique, aussi le règlement transfert de fonds, etc. Je pense qu'à part la revue de MIF, donc là c'est les marchés financiers, on n'a pas réussi à obtenir un accord général, pour des raisons qui n'appartiennent pas vraiment. Nous avons obtenu tout ce que nous souhaitions en termes d'objectifs sur des accords. Et je pense que les autres États membres, même s'ils ont souffert du rythme, maintenant nous remercient. Parce que moi, quelque part, c'est derrière nous, ça va être avec le Parlement, ou c'est pour la mise en œuvre, mais voilà, ça permet d'avancer, non pas sur la négociation de virgule, très importante pour les acteurs, je ne sous-estime pas, mais sur l'opérationnalisation, la concrétisation, et ce que j'espère, c'est que malgré cette avalanche de textes, malgré ces négociations qui sont souvent sur du ligne à ligne, sur des choses parfois un peu microcolines qui intéressent tel ou tel État membre, à la fin des fins, on a pu réussir à maintenir la ligne directrice qui est nous avons besoin de la finance en Europe, nous avons besoin d'acteurs financiers européens puissants pour satisfaire notre ambition d'économie stratégique en la matière, et plus que ça, pour avoir la capacité d'imaginer que tous les outils politiques de Green Deal, de transformation numérique digitale de l'Europe puissent espérer les atteindre
parce qu'on aurait mis en œuvre les éléments favorables à avoir une capacité financière conforme. Alors nous, à l'ASF, on est très contents de cette présidence française. C'est un événement toujours très important. Il revient tous les 15 ans, donc c'est vraiment un temps fort pour la France dans l'Union européenne. Et on est assez content d'avoir vu aboutir ce que on appellerait une forme de souveraineté européenne. Ça avait été esquissé dans le discours du président de la République à la Sorbonne. Et ça a été parfaitement concrétisé, notamment par les événements de février dernier. Et pour nous, c'est important parce que ça veut dire que l'Europe est consciente de la nécessité de défendre ses valeurs et de la nécessité aussi de défendre ses intérêts. Et on espère une Europe peut-être un peu moins naïve. Par exemple dans les négociations commerciales ou financières, et puis en matière de politique de la concurrence, que peut-être la notion de marché pertinent soit un peu revue, de manière à ce qu'il y ait une émergence en Europe de géants européens qui soient capables de concurrencer les géants asiatiques ou américains. Donc pour nous, ce que Sébastien appelle l'autonomie stratégique, moi je dirais plutôt la souveraineté, c'est quelque chose de très important. Alors, après en matière financière, d'ailleurs c'est un élément de souveraineté, hein, le fait qu'il y ait une finance européenne forte, à même de pouvoir alimenter tous les objectifs politiques qui ont été décrits. Nous, on avait deux textes qui étaient très importants pour nous. C'était la réforme de la directive sur le crédit à la consommation et la transposition des accords de Bâle. Alors, sur le premier texte, sur la réforme de la directive, très franchement, nous, à l'ASF, on n'était pas demandeurs d'un texte. On considère que le marché français du crédit conso est assez mature, avec des acteurs responsables. Il y a des taux d'intérêt qui sont nettement inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les autres pays européens. Le coût du risque est faible, les consommateurs sont bien protégés et le surendettement est en baisse depuis plusieurs années consécutives. Donc on n'était pas demandeur d'un texte, mais on est bien conscient qu'il y avait une clause de rendez-vous dans la directive de 2008 et qu'à un moment il fallait le honorer pour peut-être actualiser le texte. Bon, la proposition de la Commission était plus ambitieuse que ce à quoi on s'attendait. Les négociations ont progressé à un rythme assez remarquable. Alors, in fine, nous, on a deux points de vigilance. Le premier, c'est l'inclusion de la LOA, la location avec option d'achat, dans le champ de la directive. Pour nous, la LOA, ce n'est pas un crédit, hein, c'est une location. Il y a un loyer. Ce loyer, il inclut en général des services comme l'assurance, le contrôle technique, l'entretien du véhicule. Et donc, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on peut calculer un taux d'intérêt sur la base de ce produit. Et j'ajoute que 80% des véhicules neufs en France qui sont vendus en LOA, et donc l'inclusion de la LOA dans le champ de la directive, avec toutes les lourdeurs que ça signifie, pourrait quand même sérieusement peser sur le marché automobile français. On n'est pas les seuls en Europe à être gênés par cette inclusion. Les Tchèques le sont aussi, parce qu'ils ont Skoda, qui fait 20% de leur PIB, et les voitures Skoda sont vendues à 80% aussi en LOA. Les Danois aussi sont très gênés pour des raisons fiscales que je n'ai pas très bien comprises. Les Espagnols, les Belges, donc on n'est pas tout seul, mais on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une marche arrière qui soit enclenchée, notamment au niveau du Conseil. Je signale que la LOA n'était pas dans le texte de la Commission et qu'elle n'est pas non plus dans les amendements votés au Parlement européen. Donc, il y a peut-être encore une petite marge de négociation en trilogue sur la LOA. Sébastien.
Alors après, l'autre point qui nous gêne dans la directive, c'est les buy now, pay later. Bon, c'est un produit, les paiements différés, les paiements fractionnés. C'est un produit qui existe en France depuis des années, ça s'appelle le 3 fois sans frais, simplement il a été pratiqué de façon très raisonnable. Et avec les confinements et l'essor du télétravail, il y a eu énormément d'achats qui ont été faits sur Internet, et on a vu arriver des concurrents anglo-saxons, suédois, qui ont envahi le marché français. Donc il y a eu des offres qui ont été développées par les prêteurs réguliers français. Et donc il y a sans doute une très bonne raison d'avoir inclus ces paiements fractionnés dans le champ de la directive. Mais alors il faut les inclure totalement. Et là, il y a une exception qui a été ouverte en référence au menuisier qui veut pouvoir offrir à son client de payer en 3 chèques sa prestation de menuiserie, sauf que comme cette ouverture n'est pas plafonnée, elle va aussi bénéficier aux GAFA, c'est-à-dire que Apple ou Amazon, à partir du moment où ça n'est pas le principal de leur activité, mais que c'est un accessoire, ils vont pouvoir proposer des paiements différés sans être inclus dans le champ de texte. Et ça nous paraît très abusif. On a proposé de mettre un seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on est exonéré si on fait un petit chiffre d'affaires, et donc ça permet d'inclure le plombier zingueur, mais pas Amazon ou Apple. Voilà, ça c'est les 2 points de difficulté. Alors le deuxième texte, c'est Bâle. Bon, la transposition des accords de Bâle, c'est très très important pour la finance française. C'est une réglementation qui a quand même été conçue avant les 2 crises, avec un mot d'ordre qui était pas d'augmentation significative des exigences en fonds propres et respect de l'égalité de concurrence. C'est important les réglementations qui sont conçues avant les crises, parce que comme on les met en place après, il y a le facteur temps peut-être sur lequel il faut qu'on s'interroge. Pas l'objectif, pas le cap, mais le facteur temps. On était assez content de la proposition de la Commission parce qu'on a réussi à faire prospérer pour la facturage et le crédit bail, qui sont des métiers très importants à la SFI, qui financent les PME européennes. Enfin, les PME européennes, c'est plus de 99% des entreprises en Europe, c'est plus de 50% de la valeur ajoutée et c'est 2/3 des emplois. Donc le financement des PME européennes, c'est très important. Et il se trouve que la facturage et le crédit bail, ce sont 2 excellences françaises. On est numéro 1 européen dans ces 2 métiers. Et on a réussi à pousser des amendements avec les 2 associations européennes dans lesquelles on est très actif, IUF pour la facturage et l'ISEurope pour le crédit bail. On a réussi à pousser des amendements qui vont prendre en compte la spécificité de ces métiers dans les exigences de fonds propres. Alors pourquoi est-ce que ces 2 métiers sont spécifiques? Parce que pour la facturage, c'est un financement et la factureur est propriétaire de la facture, donc il a un collatéral très important. Et en crédit bail, le financeur est également propriétaire du bien qu'il finance. Donc le risque est beaucoup plus faible, pardon Étienne, que sur un crédit bancaire en blanc. Et ce financement avec une charge en fonds propres adaptée, il a été maintenu au Conseil, donc on a bon espoir que ça aboutisse. Par exemple, en facturage, on devrait avoir la prise en compte de l'assurance crédit comme facteur de réduction de risque. Et ça aussi, c'est très important. Bon, alors après, il y a les sujets de l'output floor. Là, c'est plus compliqué. Je pense que mon voisin de droite, Étienne, aura beaucoup de choses à dire, et peut-être un peu moi aussi. Mais très clairement, ça a été une présidence extrêmement active et je pense extrêmement respectée. Et je crois que ce qu'a dit en introduction Sébastien sur le rôle d'honest broker de la France a été très marqué. C'est ce qui lui a permis de faire avancer dans de bonnes conditions ces textes. Le chapeau sous lequel ça a été présenté et que Françoise a rappelé aussi, qui est la souveraineté
est vraiment essentiel pour les banques françaises, parce que nous estimons que c'est très important que pour que l'économie européenne soit forte, elle ait des banques fortes à son service pour la financer. Et par conséquent, avoir des banques européennes capables de financer le développement de manière durable de l'économie européenne est vraiment un élément essentiel. Alors là-dedans, les textes qu'ont évoqué Sébastien rentrent tout à fait dans ce cadre. Je vais peut-être me concentrer sur la transposition finale des accords de Bâle, avec peut-être quelques éléments. Le premier, c'est que ce texte a été finalisé, je crois, en décembre 2017, et dans un esprit qui était extrêmement lié à la crise financière de 2008-2009. Et moi, je suis très frappé de voir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont un raisonnement en deux temps, en disant dans un premier temps, c'est très bien, et on se félicite que les banques aient renforcé leurs fonds propres post-crise de 2008, et on est bien content avec la crise du Covid, avec les crises qu'elles aient renforcées. Et puis arrive un deuxième temps, qui est à la fois, il n'y a pas besoin d'augmentation significative des fonds propres, et c'est le mandat, et en même temps la réalité de ce que ça va être, qui va être quand même une augmentation que je ne qualifierai pas avec un adjectif, mais qui, d'après les impact assessment de l'EBA qui sont arrivés il y a quelques semaines, serait de l'ordre de 20% pour les grandes banques européennes. Donc avoir plus 20% de fonds propres demain, alors qu'on estime qu'aujourd'hui il y a déjà un bon niveau de capital, j'ai une petite difficulté. Et pourquoi on est là? C'est que je pense qu'il y a de très bonnes choses dans ce texte, et je vais en citer deux. La première, c'est une grande prise de conscience sur les activités de marché du fait que les banques européennes ne pouvaient plus reculer, et que au fur et à mesure de l'avancée de banques d'autres juridictions, comme on dit pudiquement, eh bien, la capacité de l'Europe à avoir des banques d'investissement suffisamment fortes pour exister au niveau mondial devenait menacée. Et donc là, je crois que la France, en obtenant ce consensus sur le fait qu'on pouvait ajuster par un acte délégué ce qu'on appelle la révision fondamentale des portefeuilles de trading book, voilà, la FRTB en bon franglais, est très importante parce que ça permet d'avoir un vrai alignement, un vrai level playing field entre ce qui sera fait en Europe et ce qui sera fait lorsque les États-Unis décideront de transposer Bâle. En revanche, il y a une deuxième chose qui avait été intégrée dans le principe, qui est les spécificités européennes, et Françoise en a cité un certain nombre, par exemple le fait que lorsque par la facturage ou par le crédit bail, vous avez des sécurités supplémentaires, eh bien ça doit avoir moins de capitaux propres en face. Une spécificité, par exemple, au moins française, c'est le crédit immobilier. Et dans le crédit immobilier, les taux de défaut en France sont particulièrement faibles parce que vous avez à la fois des prêts qui sont faits non pas en fonction de la valeur du bien, mais en fonction des revenus. Donc même quand il y a une crise immobilière, c'est pas avec votre appartement que vous allez rembourser, c'est avec vos revenus. C'est des prêts à taux fixe et pas à taux variable. Quand les taux remontent, vous êtes protégé. Et puis, vous avez une assurance décès qui fonctionne bien. Vous avez des systèmes de cautionnement d'hypothèque qui fonctionnent bien. Donc, tout ça, on pense, c'est une bonne spécificité. Et en revanche, elle n'est prise qu'à titre temporaire, en disant, bon, bah, pendant quelques temps, on va le prendre, et puis après, à un certain temps, on ne va plus le prendre en compte. Et ça, on pense que c'est quelque chose d'important qu'il faut pouvoir corriger dans le dernier dialogue qui va avoir lieu entre le Parlement, les États membres et la Commission. Ça, c'est un premier point, je crois, c'est que cette notion de souveraineté est bien prise en compte. Cette notion de capacité des banques à financer l'économie doit encore pouvoir progresser parce qu'on a effectivement besoin, et on y viendra,
pour le financement de la transition digitale et de la transition écologique de sommes considérables. 400 milliards, et c'est tout à fait les chiffres qu'on a. D'autres disent, bon, 3 à 5% du PIB européen. C'est à peu près autant que ce que les banques finançaient chaque année, la croissance du financement chaque année des banques au cours des 10 dernières années. On était à peu près à 500 milliards. Et donc là, si on doit, en plus de ce qu'on finançait chaque année, financer quasiment le double avec cette transition, on va avoir besoin d'agilité et de souplesse importante. Et je pense que là, on a un vrai enjeu. Donc c'est sur ce point-là que je voudrais insister. L'output floor, parce que Françoise m'a cité en parler, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas fractionner plus encore le marché européen. Et le marché européen, on est très loin de l'union bancaire. Si texte après texte, on a une vision purement nationale, c'est assez ennuyeux. Et tout ce qui fera que ces calculs un peu techniques se fassent non pas à l'échelon d'une seule entité, ni même d'un seul pays, mais à l'échelon européen, seront un bon pas vers avoir un vrai marché bancaire intégré en Europe. Moi, je voulais revenir sur la taxonomie et la présentation que tu as faite. Cette semaine, je crois qu'il est sorti le rapport de la plateforme sur la finance durable sur un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, notamment sur la question des données. Et j'ai vu à un moment donné quelqu'un qui a parlé de taxomania en disant qu'il y avait un engouement international sur le dispositif retenu au plan européen. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres voulaient réagir par rapport à ça. La question en creux qui est derrière, et pour être un peu plus direct, c'est est-ce que sur ces dispositifs, je suis vraiment sur celui d'espèce de la finance durable, on pourrait peut-être avoir la même approche sur d'autres dispositifs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que côté européen, on ait des dispositifs très sophistiqués, très vertueux, mais que finalement, il y a un grand décalage avec la façon dont les autres blocs, alors vous appelez ça les juridictions, je dirais plus simplement le bloc américain ou le bloc asiatique, vont mettre en œuvre sur ces questions de finances durables. Et peut-être une question subsidiaire pour Sébastien. J'ai cru lire là aussi que sur la taxonomie sociale, qui était un des éléments de cette taxonomie européenne, on a beaucoup parlé de la taxonomie verte, finalement, parce que le sujet est compliqué, parce que aussi peut-être, d'ailleurs, les critères d'évaluation sont beaucoup plus nationaux qu'européens. Le social, ça se calcule pas en émissions de gaz à effet de serre. Finalement, on allait prendre son temps et que ça allait être largement différent. Donc voilà, si les uns et les autres pouvaient réagir, peut-être toi d'abord, puisque le sujet finances durables concerne beaucoup les fonds, mais les uns et les autres, vous l'êtes également. Merci Alain. Alors sur Taxo, je vais en parler rapidement, mais ça s'inscrit dans un schéma, enfin, un sujet finance durable qui est beaucoup plus large. En fait, Taxomania peut-être. En fait, l'Europe s'est lancée dans une grande définition d'une taxonomie des activités vertes, qui est pour l'instant, enfin, d'après les analyses de nos membres, une toute petite partie du PIB européen. C'est-à-dire que c'est des critères tellement exigeants que ça représente une toute petite partie de l'activité des entreprises européennes. Et encore, on ne le sait pas franchement parce que, en fait, taxonomie qui s'applique déjà donc aux investisseurs, aux assureurs comme aux asset managers, et donc on doit depuis le 1er janvier publier le pourcentage de nos portefeuilles qui est investi dans la taxonomie, sauf que les entreprises, elles ont un an de plus, et donc elles ne publieront que dans un an. Ce qui pose un petit problème, en fait, comme je le répéterai sur d'autres sujets. En matière européenne de finances durables, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a imposé aux investisseurs de communiquer des informations qui proviennent des entreprises, des émetteurs, ces émetteurs ayant un délai plus long pour publier ces informations. Donc taxomania, je trouve que la démarche européenne de créer une taxonomie est super intéressante, mais il faut vraiment garder en tête que c'est une toute petite partie de notre économie qui est aujourd'hui compatible avec cette taxonomie. Donc si on je ne sais pas si tu veux répondre sur taxonomie avant que je passe à d'autres sujets finances durables. Très vite pour la question d'Alain sur la taxonomie sociale, il avait été mentionné qu'il y aurait
un regard sur l'utilité ou pas de s'engager sur une taxonomie sociale. Il n'a jamais été acté qu'il y aurait une taxonomie sociale. Franchement, vu les débats sur la taxonomie, le sentiment, je crois, qui s'est assez vite répandu et devenu consensuel, c'est qu'il fallait déjà aboutir sur la taxonomie dite verte. Voilà. Parce qu'il y a aussi des questions sur est-ce qu'il faut une taxonomie brune, toujours sur l'environnement, le climat. Alors, les superviseurs nous la réclament pour pouvoir imaginer plein de choses, j'imagine, sur le prudentiel notamment, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est très clair sur le plan scientifique, c'est fossile. Oui, ça c'est brun. Et ça ne peut pas être mis en condition. Et sur la taxonomie, c'est une démarche, on peut dire bureaucratique, ou l'Europe championne de la norme, etc. Mais c'est vrai que c'est une de nos valeurs ajoutées. C'est un peu de juridiction, on utilise les forces qu'on a. Du moment que c'est bien fait. C'était très statique, la taxonomie, dans l'esprit. On s'était forcé, et notamment sous notre impulsion, rejoint par d'autres pays, pour essayer de rajouter quand même une dimension de transition. Et oui, au début, les chiffres sont très faibles par rapport à ce qui est taxonomie verte compatible. L'idée, c'est bien que ce soit au fur et à mesure. Reste qu'il va falloir que dans la communication, dans la vision qu'on aura toutes les parties prenantes, ce soit dit et redit pour éviter des effets contre-productifs. Donc ça, je pense qu'on est très conscient. Maintenant, enfin voilà, c'est plus l'application et la transition écologique. À un moment donné, on peut prendre beaucoup de textes, mais il va falloir aussi mettre en œuvre la charrue avant les bœufs. Oui, je pense que maintenant c'est bien compris. Mon analyse personnelle, c'est quelque part, c'était nécessaire. Alors désolé que le vecteur financier est à... voilà. Mais n'imaginez pas que ce soit faisable à court terme d'avoir un prix carbone consensuel au niveau des chefs d'État du G20. Donc, pourtant, ce serait ce qui irait le plus simple. Donc, il y a, je pense, eu une phase où certains ont pu se dire implicitement ce serait pas mal en fait que le secteur financier au niveau mondial le fasse pour nous. Sauf que jamais de la vie, le secteur financier ne voudra le faire et ne pourra le faire. Je pense qu'on peut parler à Larry Fink, mais il a une expérience personnelle en la matière. Je voudrais rebondir sur l'idée de la taxonomie pour aller au-delà. Moi, je suis très convaincu que c'était utile, c'était nécessaire, mais que ce n'est absolument pas avec ça qu'on fera la transition. Et moi, ce qui m'intéresse comme banquier, c'est que l'économie qui aujourd'hui est carbonée devienne moins carbonée. Et je crois qu'on est tous alignés là-dessus. Et ça, la taxonomie n'est en rien une aide pour cela. Donc, il faut se le dire rapidement, mais d'une certaine manière, moi je ne pense pas du tout que ce soit utile d'être taxomaniaque, et je ne vois pas, j'avoue, de diffusion très forte de la taxonomie dans les autres juridictions. Clairement, les États-Unis ont dit dès le début, non, il n'y aura pas de taxonomie chez nous, et je ne vois pas la Chine s'engager là-dedans non plus. Donc, c'est un point européen. Je pense que ça a effectivement contribué à une très forte prise de conscience qui était sûrement utile. Je pense qu'en revanche, le financement de la transition est essentiel. Et là-dedans, un texte qui a été quasi finalisé sous présidence française, qui est CSRD, est beaucoup plus important. C'est-à-dire, c'est deux choses là-dessus. C'est à la fois la photo avec qu'est-ce que les entreprises, et toutes les entreprises, pas juste sur une base volontaire comme ce sera le cas aux États-Unis, mais toutes les entreprises doivent discloser des éléments, et en l'occurrence pas seulement sur le climat, mais aussi sur le social et la gouvernance. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, lorsque elles le disclosent, elles devront aussi discloser des plans de transition. Et donc, il y a une notion de film. Pas juste où est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais à quelle distance vous serez, si je prends le cas du climat, et dans le climat donc de la neutralité carbone, à quelle distance vous serez du respect des accords de Paris avec le respect du scénario 1,5 degré. Et donc c'est ce qui est en train de discuter. L'EFRA qui a été cité a soumis à consultation un certain nombre de choses. On a répondu parce qu'on trouve très naturellement, alors c'est à la fois sûrement un réflexe pavlovien qui est quand il y a trop d'indicateurs, on n'est pas très pour. Là, il y en a vraiment trop.
Donc il faudra qu'il y en ait moins. Il faudra qu'il soit cohérent au moins pour la partie climat avec ce qui se fera au niveau mondial et donc l'ISSD. Mais sur le fond, nous on est très favorable à ce que cette réglementation, qui est la réglementation du disclosure et de la transition, soit là, parce qu'elle est globale, elle n'est pas sur, je ne sais pas si c'est 3%, 5%, mais globalement, quand vous verrez les green asset ratios des banques, alors on a de la chance. Moi, je ne savais pas que on était très chanceux, on est très chanceux parce que nous, on publie après nos premiers ratios, après ceux de nos clients. Mais sur d'autres choses, on est moins chanceuse, et notamment sur CSRD, où on devra publier nos plans de transition avant ceux de nos clients. Donc voilà, chacun sa peine. Absolument, c'est exactement le sujet que Laure donnait, c'est l'équivalent pour les banques. Voilà, mais donc, je pense que les banques ont un rôle essentiel. C'est pas tellement celui d'arrêter de financer ce qui est brun. On a choisi de le faire sur certains secteurs, comme le charbon, où on dit, quoi qu'il arrive, le charbon, ça ne fera pas partie de la transition et c'est substituable. On peut faire l'électricité avec autre chose du charbon et ça ne peut pas servir à autre chose qu'à faire de l'électricité, à part la partie chimique qui, là, nous va bien. Et on a vu que, comme c'était quelque chose de mondial, voilà, il n'y a jamais eu autant d'utilisation du charbon thermique qu'en 2022. Ça ne suffit pas, bizarrement, que les banques françaises se retirent d'un marché pour arrêter le financement. Donc, ce n'est pas une approche qu'on regrette, parce qu'on dit, nous, on n'a pas forcément envie d'avoir comme client des gens qui disent que le charbon pour l'éternité sera une solution, mais en termes d'efficacité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on est très favorable à cette approche de dire, la transition, comment on la mesure, comment on voit la distance aux objectifs, et vérifier qu'on a bien assez de sous dans les banques pour le faire. Et je reviens au fait qu'il faut que les banques soient suffisamment agiles et qu'il n'y ait pas trop de sacs de ciment qui empêchent ça au fur et à mesure. Alors nous, à l'ASF, on fait de la finance verte depuis très longtemps, parce qu'on a des adhérents qui s'appellent les SOFERJ, les sociétés de financement des économies d'énergie, qui ont été créées par le législateur en 1980, et qui financent de l'éolien, de la biomasse, du photovoltaïque et de la gestion des déchets, depuis donc les années 80. Et puis par ailleurs, on a en crédit à la consommation un système qui s'appelle le crédit affecté, donc on sait exactement ce qu'on finance, et depuis quelques années, on mesure les financements des ménages sur l'acquisition de véhicules plus propres, hybrides ou électriques, et la rénovation énergétique des logements. La rénovation, ça couvre le changement de la chaudière, l'isolation des combles, éventuellement les panneaux photovoltaïques sur le toit, la pompe à chaleur, etc. Bon. C'est très important d'embarquer les ménages dans cette aventure de la transition énergétique. Et en fait, ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est que on n'est pas parti de très haut, mais ça augmente de façon très significative. Alors du côté des entreprises, on a le crédit bail vert, et on finance soit des investissements immobiliers pour un immobilier moins énergétivore, soit des investissements en matériel, en équipement, en recyclage, et c'est ce qu'on appelle notre crédit bail vert. Et là aussi, on a une augmentation très très significative de nos chiffres. Voilà, donc je pense qu'on est plus bottom-up, hein, c'est-à-dire qu'on part des acteurs et on les finance, et ensuite on mesure ce qu'ils ont financé, et ça donne une coloration très concrète à cette transition écologique à laquelle on est tous évidemment très attachés. Alors après, il y a évidemment les sujets de taxonomie qui sont un peu plus compliqués. Bon, le message qu'on ferait passer, nous, c'est qu'il faut quand même que ça reste à peu près simple pour les acteurs. Il y a un enchevêtrement de textes qui est quand même assez difficile à combiner. Et là aussi, le facteur temps est très important. C'est-à-dire que
On a vraisemblablement conçu des règles avant la crise de 2022, avant la crise énergétique qu'on est tous en train de vivre. Et donc, sans remettre en cause l'objectif, il y a la question des moyens d'y parvenir. Et je pense qu'il faut qu'on reste raisonnable et réaliste. Je pense qu'il faut quand même qu'on chauffe les Français, qu'on fasse circuler nos TGV. Et apparemment, pour cet hiver, ça va quand même être un peu compliqué. Oui, est-ce que la réglementation là-dessus est éventuellement l'incitatif le plus fort, ou alors d'autres critères, comme pour la situation que l'on vit aujourd'hui, pour aller vers une croissance plus forte de ce type de projet, et donc de financement sur ces projets, finalement? Je voudrais revenir sur la fameuse autonomie stratégique et dire à quel point elle est dans le sens d'Étienne, et dire à quel point la directive CSRD elle est importante. Et les travaux de l'EFRAG, donc qui est l'équivalent de l'autorité des normes comptables au niveau européen, travaillent donc sur ce reporting standardisé sur l'ESG, parce qu'on est là vraiment au cœur de l'autonomie stratégique européenne. C'est-à-dire que définir les standards, c'est définir finalement ce que c'est qu'une entreprise durable, donc ce que c'est que l'entreprise de demain. Et donc si nous, Européens, on a la maîtrise de ces standards, on va pouvoir avoir des standards qui correspondent à notre modèle européen. Alors que si on avait confié ça à d'autres, eh bien l'autre modèle finalement risquait d'absorber le nôtre. Alors, c'est important, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, en fait, nous investisseurs, on s'appuie pour investir. Enfin, la moitié des fonds gérés en France ont déjà une stratégie ESG. On est les leaders, le management français est le leader en Europe sur l'ESG, et donc c'est depuis 25 ans maintenant. On a développé les fonds ESG grâce à l'épargne salariale, grâce à nos clients, le fonds de réserve des retraites, les grands institutionnels, les assureurs, etc. Donc c'est une matière sur laquelle on était assez pionnière en Europe, et d'ailleurs il y a tout un écosystème en France qui s'est développé autour de l'ESG, et notamment il y avait des agences de notation ESG, vous avez tous entendu parler de Vigeo, mais il y en avait d'autres. Et toutes ces agences, finalement, tous ces providers de données, pour parler français dans le texte, tous ces fournisseurs de données, ils deviennent maintenant, comme sur le financier, ils sont rachetés par des acteurs anglo-saxons. Et donc, pourquoi c'est d'autant plus important d'avoir une norme européenne de reporting extra-financier? Parce que, en fixant ces normes, on ne sera plus obligé de se baser sur des normes américaines qui ont un autre modèle, un autre modèle de société. C'est pas le nôtre, il est très valable, mais ce n'est pas le nôtre. Et donc, c'est très important de garder la maîtrise de cette norme. Et nous, du coup, à l'AFG, ce qu'on demande, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire que on va malgré tout tous s'appuyer sur des fournisseurs de données pour calculer les empreintes carbone, pour analyser ces nombreuses données extra-financières dont parlait Étienne. Et donc on va s'appuyer quand même sur et puis sur des indices aussi qui seront créés, pas forcément par des Français ou des Européens. Et donc pour ça, il nous semble nécessaire qu'il y ait au niveau européen une réglementation sur tous les prestataires de données ESG, et d'ailleurs ça s'étend aussi aux financiers, pour s'assurer de la transparence des méthodologies utilisées par chacun, de façon à ce qu'on sache, nous investisseurs, quand on investit dans une entreprise qui est bien notée par tel ou tel prestataire, et bien sur la base de quelle méthodologie elle est bien notée. Et pareil, il y a un gros enjeu sur les indices, puisque les indices, maintenant, ils sont tous fabriqués en fait par des prestataires étrangers, et donc il ne faudrait pas que ce soit les prestataires d'indices qui définissent la norme. Donc il y a un gros enjeu de définir des normes qui soient adoptées au niveau européen pour finalement conserver notre autonomie stratégique et notre vision de ce que c'est qu'une entreprise européenne et le modèle social, économique, le modèle de transition énergétique que nous voulons en Europe. Alors sur l'autre sujet, le dernier sujet qu'on voulait traiter sur le numérique, vous avez cité Dora, Sébastien, vous avez cité Mika, la finance décentralisée. Donc il y a beaucoup de sujets, mais des impacts assez divers. Peut-être Étienne, qu'est-ce qui finalement, parmi ces sujets,
vous impacte le plus. On a fait d'ailleurs sur la cybersécurité au niveau du Centre des professions financières un colloque il y a quelques mois qui, dans l'auditoire de la FDES, d'ailleurs, merci de nous permis d'y aller. Et effectivement, c'est un sujet majeur pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'on avait eu le témoignage d'une société de gestion d'actifs qui s'était fait hacker et qui a accepté de témoigner. Donc, qu'est-ce qui vous impacte le plus finalement parmi ces textes-là? Naturellement, ils nous impactent tous. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le premier qui est extrêmement important, qui est sur la résilience des systèmes opérationnels et informatiques. C'est à la fois quelque chose qui a trait à tout ce qui est la cybersécurité et les banques françaises, mais toutes les banques investissent des sommes colossales sur le sujet. Ça a trait également à l'absence de dépendance par rapport à des fournisseurs, notamment sur le cloud. Et les fournisseurs de cloud sont essentiellement américains. Donc, le fait qu'il y ait une offre européenne et qu'elle soit suffisamment sécurisée est très importante. Et puis, il y a un troisième volet qui est celui que vous citiez sur Micas, qui est sur les cryptoactifs. Les cryptoactifs, les banques françaises regardent ça avec une circonscription assez forte, pour ne pas dire autre chose. Nous pensons que si la technologie est très utile, donc c'est la technologie qui est celle qui est utilisée par ces cryptoactifs peut être utilisée de manière intéressante en blockchain pour un certain nombre de transactions, et notamment plutôt d'ailleurs des transactions qui sont des transactions liées au wholesale, qu'au retail banking. Donc, par exemple, dans la conservation de titres, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Nous pensons que, pour le particulier, l'investissement dans les cryptoactifs est quelque chose d'extrêmement risqué, et les banques françaises accueillent avec énormément d'appétit tout ce qui est de la régulation forte de ceci. Et je fais quand même le lien avec ce qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants sur la finance durable. Moi, je suis toujours un tout petit peu choqué qu'on trouve que le Bitcoin, c'est sympa, c'est moderne, etc. Quand je vois la dépense d'énergie totalement inutile pour aller créer et miner du Bitcoin. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est la même chose que la consommation de la Hollande, ou à peu près, on en est à des consommations de pays. Et me dire qu'il y a des mines de charbon qui sont là pour aller fabriquer du Bitcoin, c'est toujours quelque chose qui me choque un peu. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui est irrationnel, mais comme Sébastien parlait aussi de l'importance de l'irrationnel quelquefois dans les décisions des États, parfois dans les décisions des banques, ça joue aussi. Sur ces sujets-là, François, quelles sont les thématiques numériques qui impactent les sociétés spécialisées? Alors nous, sur le numérique, on a constaté d'abord une augmentation très significative des parcours numériques des clients. Pendant les confinements, pendant le télétravail, etc. Il y a de plus en plus de clients qui souscrivent avec un parcours digital. On en est très satisfait. Simplement, il y a aussi beaucoup de fraudeurs qui utilisent ces technologies numériques. Et donc, on a constaté une augmentation très significative de la fraude des souscriptions de crédit. Et on a besoin de textes européens qui nous donnent les outils permettant de combattre cette fraude. Et que ce soit le règlement EIDAS ou le règlement IA, pour l'instant, on n'a pas obtenu satisfaction, c'est-à-dire qu'on voudrait que la reconnaissance
de l'identité du client nous soit facilitée, qu'on n'ait pas forcément besoin de recueillir son consentement pour pouvoir vérifier que cette identité est bien conforme, et puis que peut-être nos algorithmes d'octroi de crédit, qui sont aussi un élément de la finance numérique, ne soient pas reconnus comme des intelligences artificielles à haut risque, de manière à ce qu'on puisse continuer à les utiliser, parce qu'en fait, c'est encore une excellence française, hein, ces systèmes d'octroi de crédit quasi automatisés. On peut en modifier les paramètres de façon assez souple, et donc quand on voit une petite montée du risque, on modifie un peu le paramètre de l'algorithme et on conserve son coût du risque à un niveau qui est considéré comme souhaitable. Et donc c'est des outils qui sont très très utiles, et il faudrait que les réglementations européennes soient un peu pragmatiques sur la nécessité pour les professionnels de faire fonctionner ces outils de façon satisfaisante dans la lutte contre la fraude. Évidemment, avec une bonne gouvernance des modèles qui évite les biais, etc., comme le texte européen le prévoit. Alors, peut-être effectivement, un point pour continuer aussi sur les cryptos, c'est quand même une classe d'actifs complémentaires. Il y a une appétence des clients aussi. On voit peut-être au travers aussi, ne serait-ce que des sociétés de gestion, donc de l'AFG, qui ont des clients pour qui ça peut concerner, enfin que ça peut concerner. Alors, je ne sais pas s'il y a une grosse demande aujourd'hui. Sur ce qu'on peut dire déjà, c'est que le digital envahit bien sûr le fonctionnement, enfin envahit, je sais pas, c'est un peu négatif ce que je dis, envahit malgré tout l'organisation de quelles que soient les entreprises, de tout leur secteur d'activité. Donc c'est un gros changement aussi dans les sociétés de gestion en tant qu'entreprise, les gérants, dans la commercialisation. On voit que le digital maintenant se diffuse partout. Quant aux cryptoactifs, moi je ferai une différence entre les crypto-monnaies, et là je rejoins à fond Étienne sur toutes les critiques qu'il a pu faire, et sur même l'aspect dangereux des jeunes aujourd'hui en particulier, qui se précipitent alors qu'ils n'ont jamais investi, et malheureusement ils n'investissent pas dans les bonnes vieilles actions françaises, et ils vont aller investir, si c'est leur argent de poche, ou s'ils vont gagner en stage sur des crypto-monnaies. C'est aberrant. Et c'est dommage d'en arriver là. Mais en revanche, je ferai en effet la différence, comme tu disais, avec les cryptos actifs, en particulier les actifs financiers qui vont circuler grâce à la blockchain. Parce que là, ça peut apporter quand même cette tokenisation finalement des actifs financiers, ça peut apporter une facilité pour diversifier les portefeuilles, en particulier vers des actifs qui ne sont pas cotés et qui peuvent plus facilement du coup être souscrits et circuler dans les portefeuilles grâce à la blockchain en particulier. Donc il y a quand même des opportunités, mais il faut bien différencier les crypto-monnaies, en particulier tant qu'il n'y en a pas une crypto-monnaie qui existe au niveau des banques centrales, et les actifs numériques, en particulier quand ils ont un sous-jacent financier, et que c'est donc simplement, la blockchain est un moyen de les faire transiter à partir du moment où elle est bien sûr sécurisée. Et là, ça peut avoir en effet un intérêt de diversification. Sur ce texte-là, d'ailleurs, sur les cryptoactifs, Sébastien, comme pour d'autres textes, comme sur le financement participatif. Ce qui est intéressant de constater quand même, c'est qu'on a eu finalement une sorte d'innovation réglementaire française avant qu'un texte européen ne surgisse. Donc, est-ce que d'ailleurs c'est une évolution qu'il faut continuer? On n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est valable pour le financement participatif, c'est valable pour le TLT pilote régime, et ce que vient de dire Laure, à mon avis, très important sur l'utilité de la blockchain, qui dépasse d'ailleurs largement le secteur financier. C'est quand même à la base un outil qui permet la traçabilité. Imaginez, voilà, vous faites, sur les pratiques bancaires, on est passé par différentes phases. Vous voyez par exemple qu'au Kenya, l'ouverture de compte bancaire, c'est parfois compliqué si vous n'avez pas des agents bancaires au sein de la rue, alors que tout le monde a un téléphone portable, et vous voyez des dossiers, des là, etc. Alors, on va un cran plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que certains pays peuvent sauter des maillons d'évolution pour des choses qui ne peuvent pas être contre l'inclusion bancaire. Voilà, pareil. Donc,
participatif, nous l'avons fait. Réalité pilote régime, je pense que c'est quelque chose de vraiment important et qu'on peut encourager les acteurs français à se servir de cette opportunité. MICA, oui, ça s'inspire très largement de la loi Pacte parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on aime bien répliquer les choses qui existent déjà et se les approprier. Nous l'avons fait très généreusement vis-à-vis de la Commission européenne. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça allait venir, on se disait que ça nous allait venir, autant essayer d'influer. C'est pour ça que, ça a à mon avis un peu amélioré en technologie pour influer. Nous faisons quelque part une expérimentation au niveau français tout en se disant c'est le vrai niveau, c'est le niveau européen. Donc on va essayer d'influer. C'est une prise de risque en financement participatif, typiquement, pas des sommes très conséquentes. Ça n'a pas eu autant de succès que ses promoteurs au tout début, l'espéraient. Mais oui, on a dû y revenir. Le texte européen revenait sur des choix qu'on avait pu faire au niveau français. Mais le pilote régime, très inspiré de ce qu'on a pu faire au niveau français dès 2015. Et au niveau de MICA, c'est très inspiré de la loi Pacte. Simplement, la loi Pacte, on avait dit c'est optionnel. Donc c'est plus un label, quelque part. Et puis, on a autorisé l'enregistrement et l'agrément. Là, le défi pour, je pense, nous, l'AMF en particulier, bien entendu, c'est que les acteurs passent à un agrément, plutôt qu'un enregistrement. Mais MICA va imposer un agrément. Et MICA, c'était vu comme très favorable à l'innovation au début, est arrivé le projet de Facebook qui était libre. Mais comme après ça s'est transformé en Diem et que Facebook lui-même s'est transformé en Meta, et qu'après il y a eu Wallet qui était Novi, enfin bon, etc. Ouais, alors pas le stablecoin. Et alors Étienne, Laure m'a devancé sur la petite blague, c'est que tu dis que les banques sont circonspectes sur les cryptoactifs, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus circonspectes sur l'euro digital. Mais, ce que je veux dire par là... C'est pas la même chose qu'un stablecoin, j'espère. Ah, non. On peut en discuter sans apprendre de ça. Mais l'euro digital, c'est un stablecoin et la monnaie banque commerciale est un stablecoin. C'est quoi un stablecoin? C'est quelque chose qui est adossé à ce qu'on n'aime pas. Ça, on l'a mis clairement avec les homologues, notamment allemands, italiens, espagnols, néerlandais. C'est qu'il fallait utiliser MICA pour réguler très sévèrement les stablecoins. Et pourquoi je pense qu'on a quand même une large avance, c'est quand je participe aux réunions du Conseil de stabilité financière. J'ai réuni les banquiers mondiaux, les banquiers centraux de travers le monde. Voilà, quel point. Et encore des débats théologiques en même temps qu'on voit monter des masses financières absolument conséquentes. Stablecoin, soit c'est un fonds monétaire, il faut gérer la réserve. C'est adossé. Argumente comme des fonds monétaires, ça existe comme argumentation. Soit on dit que c'est des dépôts. C'est-à-dire on les argumente comme des dépôts. Tout le corpus, pas besoin de se poser des questions philosophiques trop importantes. Nous, on a fait plutôt le choix fonds monétaire. Et quand on dit que c'est adossé à une monnaie, on fait une distinction, parce qu'on est en Europe, entre c'est une monnaie fiat mais non européenne. Là, on a très sévère l'immunité. Donc là, il y a une résurgence du lobbyisme. Certains acteurs qui ont dit que c'est affreux. Vous interdisez le stablecoin dollar en Europe. Alors, on n'interdit pas, mais enfin, c'est vrai que l'acteur qui veut en faire en Europe, il ne va pas faire beaucoup d'argent. Mais en revanche, on n'interdit pas le stablecoin euro. Quel est le stablecoin euro? Celui qui est adossé 1 pour 1 sur de l'euro. Et là, pour moi, c'est ça l'euro digital ou la monnaie banque commerciale sur votre compte bancaire. C'est adossé 1 pour 1 à de l'euro. Les réserves de la banque centrale ou la convertibilité avec le cash. Enfin, voilà. Et là, les gens ont accepté, ça veut dire que ça devient une monnaie électronique. Et étonnamment, la monnaie électronique, c'est déjà quelque chose qu'on a fait. Je reviens même. On a même fait les monnaies locales. La violette à Toulouse. C'est exactement ça, sauf que, évidemment, avec les réseaux sociaux et la technologie numérique, vous pouvez le faire à une plus grande échelle que frapper de la violette et la distribuer dans les bars tabac qui le veulent bien près de la place Rose. Voilà, donc, je veux dire, c'est que tout ça, c'est su et reçu. Qu'en matière de stabilité financière, il faut évidemment y veiller. L'enjeu pour nous, c'est la stabilité monétaire.
on ne va pas m'étendre sur l'euro digital qui est une source de, comment dire, pas forcément avec les banques. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut qu'on clarifie vraiment de ce qu'on parle là-dessus. Mais juste pour terminer, plutôt là-dessus. Côté épargne. Je partage en partie ce que tu as dit, Laure. Moi, on reçoit beaucoup de courriers de particuliers se plaignant. On les lit et on essaie d'y répondre parce que c'est une source d'information très très utile. Je n'ai pas reçu un seul courrier se plaignant de la volatilité du cours. J'ai des courriers parfois de plainte, c'est de la fraude. Il y a ce site qui dit le mouvement des bitcoins, voilà, en fait il n'existe pas, et bon, alors, et puis... Mais je n'ai jamais eu de plainte de gens par rapport à la volatilité, notamment du cours, du bitcoin, ou ce genre de choses. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ce que je veux dire, c'est que ça me laisse l'impression que les gens qui vont là-dedans sont conscients de la volatilité de la chose. Là où c'est très gênant pour moi, c'est que effectivement, ça finance quoi? Pas l'économie. A priori non. Qu'en revanche, c'est beaucoup plus facile d'aller sur des applications ou des plateformes pour aller là-dessus que d'acheter de l'action française chez son détaillant local qui est l'agence bancaire du coin. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Ce que j'essaie de dire à la Commission européenne, quand vous allez revoir la Retail Investment Strategy, ce serait bien peut-être de faciliter l'achat de l'action française des jeux quand elle est privatisée, par exemple, sans avoir le questionnaire où quand vous en sortez, vous avez toujours envie d'acheter une action, c'est que vous êtes fou. C'est... Voilà. Alors que Bitcoin ou Ether ou je ne sais quoi, on ne voit pas forcément quelque chose contre, mais c'est hyper facile, vous allez sur l'application, voilà, Trade Republic, etc. Alors Trade Republic, qui n'a rien contre, nous dit non, mais c'est ce que les gens veulent acheter là-dessus. Et c'est tout aussi, on peut acheter des actions sur Trade Republic et tout ce qu'on veut. Si je me réfère aux actions, et uniquement ça, même pas par rapport au coût actif. Il y a eu une petite étude faite par l'AMF, je crois que c'est pas public, voilà, mais le petit jeune, ou même moins jeune, mais qui aime bien aller sur des applications, il va sur cette application, qu'est-ce qu'il achète comme action? Il va acheter Tesla et Apple. Ah. Et donc c'est là où on voit qu'il y a quand même une dimension mode, hype, truc connu qu'on voit dans les réseaux sociaux, etc., qui est quand même très marquant. Et donc j'essaie d'en retenir le positif. Non, on a une génération de gens qui sont prêts à prendre un peu de risque avec leur argent. C'est pas vraiment ce à quoi on les habitués et on est tous collectivement responsables, désolé de le dire. Voilà, côté, alors, l'argumentation n'a pas aidé, mais enfin, côté des réseaux de distribution, c'est quand même, prenez surtout pas de risque. Voilà, vous aurez zéro de rendement. Le peu de rendement que vous aurez, je le prendrai en frais. Et puis, vous serez quand même. Désolé de le dire, voilà, il y a quand même eu une culture de la réglementation, mais aussi dans les départements de compliance, etc., qui est quand même, prenez surtout pas de risque, comme ça, personne n'aura d'ennui. Mais personne ne gagnera. Là, on a une génération qui est prête. Je vois le manière positive. Ça veut dire que côté entreprise, s'ils veulent que leurs actions soient achetées, il va falloir être sympa, moderne, ou répliquer ce que fait Air Liquide. Il n'y a pas la réputation d'être le plus hype sur les réseaux sociaux, mais au moins ils ont une base d'actionnaires. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous prenez Kim Kardashian pour vendre des actions sur un réseau social, ça coûte cher, soit vous dites je fais de l'actionnariat salarié, je commence avec les salariés, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont, enfin c'est quand même un peu long. Soit effectivement, je disais Air Liquide, mais vous faites une démarche par rapport à des acteurs en leur disant sur le long terme, je vous fais ça. Et puis nous, on va essayer toujours de continuer pour essayer de diminuer les contraintes mifidiennes, c'est l'Everest, mais aussi essayer d'inciter les réseaux de distribution à s'ouvrir à cela. Voilà, donc on a toujours la loi Pacte, on a des travaux en cours, on essaie d'en discuter, mais aussi de manière très concrète avec les réseaux de compliance, avec les autorités de supervision, pour essayer de débloquer un peu ça. Parce qu'à la fin des fins, moi je crains qu'il y ait un monde où les gens ont soit le choix entre une obligation d'État ou un crypto actif. Et ça, par rapport à mon titre, c'est que j'aurais raté mon travail.